Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir. Fidèles auditrices, auditeurs, amis de l'émission Savoir politique, bonsoir. Gouvernance et redevabilité, c'est l'objet de notre rendez-vous hebdomadaire Savoir politique de ce jour. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre émission sur Océan FM, la radio des défis. Depuis l'historique conférence nationale des forces vives de février 1990, les transformations politiques ont progressivement permis de consolider les bases démocratiques à travers l'alternance politique et une participation de la population au choix des gouvernants à travers les élections présidentielles, législatives et communales. Mais malgré un cadre juridique et institutionnel de la gouvernance favorable au Bénin, la redevabilité n'est pas encore la chose la mieux partagée dans notre pays. Face aux gouvernants qui rechignent encore à rendre des comptes à leur mandat, nous avons des citoyens qui ignorent le droit de demander des comptes aux gouvernants. Que recouvre la notion de redevabilité et pourquoi est-il important et nécessaire pour les gouvernants de rendre compte de leur gestion aux citoyens? Comment faire pour que les gouvernants et les citoyens aient une culture de la redevabilité? C'est pour répondre à ces questionnements et préoccupations que nous avons invité pour vous deux personnes ressources. Massima Kakpo, expert en audit et finances publiques, il est auteur de deux ouvrages. Et le premier, c'est Démocratie financière en Afrique occidentale francophone. Et le second, c'est Réflexion sur la gouvernance financière au Bénin. C'est bien cela, monsieur Massima Kakpo? C'est vrai. Bonsoir. Bonsoir. Notre deuxième invité, c'est Dr Aziz Mossi, docteur en socio-anthropologie et chargé de programme redevabilité au Bénin. C'est cela. Bonsoir docteur. Merci. Merci d'être des nôtres ce soir pour parler de cette thématique, redevabilité, gouvernance et redevabilité au Bénin. Chers invités, merci de participer à cette émission. Au micro, moi, c'est Virgile Ouesso. J'anime cette émission avec mon confrère Fontaine Noutaï. Bonsoir Fontaine. Bonsoir Virgile. En face de nous, c'est Stéphane Makobi à la cabine technique. L'émission Savoir politique est une émission à caractère pédagogique et d'éducation à la citoyenneté. Elle est coproduite par le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques, CESPO, un laboratoire de recherche en sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi et votre radio, la radio Océan FM. Le CESPO est dirigé par Idien Kakaï, professeur agrégé en sciences politiques et coordonnateur du master recherche en sciences politiques fondamentales. Dans cette émission, vous allez suivre, comme d'habitude, la chronique sur le thème du jour. Ce sera autour de 18h30. Elle a été réalisée par Gustave Assa, président de la cellule stratégie et méthode du laboratoire citoyenneté. Cette chronique va nous aider à éclairer davantage va nous éclairer davantage, j'y arrive, sur le thème du jour. Et bien évidemment, le titre de cette chronique, c'est Gouvernance et redevabilité au Bénin, mariage difficile. Évidemment, dans cette émission, vous aurez toujours votre rubrique Remue-Ménage. C'est encore au rendez-vous. Vos messages sont attendus pour apporter les réponses à la question du jour. Cette question est la suivante. La Constitution béninoise de 1990 donne à chaque citoyen béninois la possibilité de demander des comptes aux gouvernants. Vrai ou faux? Justifiez votre réponse en 2 phrases au maximum. Je répète la question du jour. La Constitution béninoise de 1990 donne à chaque citoyen béninois la possibilité de demander des comptes au gouvernant. Vrai ou faux? Justifiez votre réponse en 2 phrases au maximum. Eh bien, vous pouvez participer à ce jeu en répondant via WhatsApp au numéro 94 11 29 09 ou également sur notre page Facebook, Centre d'études sociologiques et de sciences politiques, CESPO. Et la précision et la concision sont requises dans vos réponses. Bien sûr, si vous les gagnez, soyez concis et précis. Plusieurs lots sont à gagner, notamment des ouvrages offerts par l'ambassade des États-Unis près le Bénin et le CESPO, le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Dans une trentaine de minutes, le standard sera ouvert pour permettre aux auditeurs d'intervenir en direct sur l'émission pour apporter leur contribution, mais également pour poser leurs différentes préoccupations sur le thème en appelant les 65 00 24 24 21 33 84 19.
Docteur Aziz Monssi, je suis bien tenté de demander pourquoi faut-il rendre compte aux citoyens, pourquoi les gouvernants doivent rendre compte aux citoyens, mais avant, qu'est-ce qu'on peut comprendre par le concept de redevabilité? Bien, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être à ce plateau-là. C'est ma première participation. J'espère que je serai à la hauteur de vos attentes. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Et effectivement, la redevabilité telle qu'on l'a définie de façon profane, de façon simple, c'est deux choses qu'il faut retenir. La redevabilité, c'est d'abord la réactivité des porteurs de responsabilité à répondre de leurs responsabilités vis-à-vis des citoyens. Mais c'est aussi la capacité des citoyens à demander des comptes aux porteurs de responsabilité. Donc, de façon plus simple, c'est ce qu'on peut dire. Il faut d'abord que les détenteurs de responsabilité, les gouvernants à divers niveaux, que ce soit au niveau local ou au niveau national, soient dans une posture de réactivité pour répondre justement de cette responsabilité qu'on leur a confiée. Et que les citoyens aient la capacité également de demander des comptes de temps en temps à leurs autorités à divers niveaux de la gestion de l'État. Vous voulez dire que redevabilité, c'est un devoir? C'est un devoir absolu, c'est un devoir à la fois pour les gouvernants, mais aussi pour les citoyens qui ont le devoir de demander aussi des comptes. Alors, Monsieur Akakpo, est-ce qu'il y a une différence entre redevabilité et reddition des comptes domestiques, accountability ou responsabilité sociale? Bonsoir à vous tous qui m'écoutez. Disons que tout à l'heure, dans votre introduction, oui, en définissant même la redevabilité, vous avez déjà utilisé l'expression reddition des comptes. Autrement dit, et pour faire court et se faire bien comprendre par les citoyens, disons que la redevabilité, c'est la même chose que la reddition des comptes. La redevabilité, comme mon collègue et ami Aziz vient de le définir, c'est en fait une relation entre deux entités. Les électeurs, je fais très simple, les électeurs, c'est-à-dire les citoyens, et les élus. Donc il a parlé de détenteurs de droits et porteurs de responsabilités. Donc vous voyez, c'est la relation directe. Mais la reddition des comptes, que Transparency International définit d'ailleurs comme l'obligation de répondre d'une responsabilité conférée, si on prend ça dans le domaine du public, ça fait voir en même temps les acteurs de la gestion publique. Et là, ça fait intervenir non pas deux, mais trois entités. Il y a les représentants du peuple. Une fois les élections terminées, oui, donc, il y a les représentants du peuple que sont les députés qui vont élaborer des lois, voter des lois, surtout le budget, on parlera de ça tout à l'heure, j'espère. Oui. Le budget qui remet à l'exécutif les moyens pour pouvoir œuvrer à la satisfaction des besoins de tous les citoyens, mais il y a aussi le troisième acteur qui est la justice, sous toutes ses formes, et surtout la justice financière. C'est pour ça que je dis que je considère la reddition des comptes comme le mécanisme de mise en œuvre de la redevabilité. Voilà. Mais on parle aussi de responsabilité sociale, de domestique accountability. C'est toujours la même chose avec redevabilité qui signifie aussi reddition des comptes? Oui, enfin, tout ça, c'est des thèmes beaucoup plus techniques, élaborés pour toujours dire la même chose. Quand on parle de la responsabilité sociale, donc on parle du social, donc des citoyens, des citoyens dans leur ensemble. Mais une fois qu'il est question de responsabilité, tout ça là s'associe au domaine du public, donc à la redevabilité, donc à la reddition des comptes. Monsieur Massima Kakpo, je reste avec vous, puisque tout à l'heure vous parliez du cadre juridique, vous espériez on va l'aborder, oui, mais on dit au Bénin qu'il y a un cadre juridique, un cadre favorable à la redevabilité, tant au niveau national qu'au niveau de la gouvernance locale. C'est vrai ou c'est faux? Je suis tenté de ne pas dire que c'est totalement vrai. C'est vrai que la démocratie,
dans sa constitution même, entraîne la redevabilité. Parce que la démocratie, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, pour définir ça de façon simple, tout le peuple ne peut pas se mettre ensemble à prendre les décisions pour la mise en œuvre de ce qui est bon pour le peuple. Donc on désigne des gens pour pouvoir faire cette mission-là en lieu et au nom du peuple. C'est bien ça la démocratie. Alors, donc la démocratie a prévu qu'il y ait des institutions. Qu'il y ait des institutions. Et 3 principalement. L'exécutif, le législatif et la justice, sous toutes ses formes, comme je l'ai dit. Alors, pour bien répondre à votre question, je vais faire une petite citation d'un auteur. Il dit ceci, que les finances d'un État sont un centre où aboutissent une multitude de canaux. Tout part de ce centre et tout y revient. C'est le baron de Necker qui le disait en 1789 déjà. Pour introduire la notion des finances de l'État qui sont fondamentales en matière de démocratie. Il n'y a rien qu'on fasse sans l'argent public. Voilà. Tout ce qu'on fait avec de l'argent public. Donc, forcément, la redevabilité et la reddition de comptes, il faut envisager ça d'abord dans le domaine des finances. Monsieur Akakbo, je reviens. Docteur Mossi, vous êtes d'accord avec lui, vous validez? Je pense que effectivement les principes même de la démocratie posent déjà l'obligation de redevabilité aussi bien pour les citoyens mais aussi pour les gouvernants. Mais au-delà de la démocratie qui est un principe universel, je pense qu'au niveau du Bénin, nous avons un certain nombre de tests spécifiques à la question de la gouvernance, notamment la loi sur la décentralisation qui pose les bases de la redevabilité au niveau local. Mais vous avez aussi la Constitution du 11 décembre 90 qui impose, disons, une gouvernance transparente à tout responsable public et qui est détenteur d'un poste de responsabilité, de le gérer avec probité, avec beaucoup de, en tout cas, qui promet une bonne gestion, en tout cas, des affaires publiques. Et vous avez aussi un certain nombre de discours politiques, notamment le programme d'action du gouvernement et aussi un certain nombre d'engagements de l'État béninois qui prônent la redevabilité. Mais il y a surtout la charte nationale de la reddition de comptes qui existe, qui est un document de l'État béninois et qui impose ou qui trace un peu les lignes directrices de la façon dont la reddition de comptes doit se faire au Bénin. Donc c'est pour dire qu'au Bénin, effectivement, nous avons un cadre juridique qui encadre la question de la redevabilité et qui prône la redevabilité comme un principe de bonne gouvernance. Alors, lorsque nous parlons de redevabilité, vous évoquez souvent le mot gouvernant et gouverné. Quand on parle de gouvernants, ce sont des gens qui sont désignés pour accomplir une certaine mission. Et donc, on parle des politiques publiques. Est-ce qu'on peut parler d'évaluation des politiques publiques sans parler de redevabilité? En principe, non, parce que la redevabilité aussi, c'est un mécanisme d'évaluation des politiques publiques, puisque si les gouvernants ne rendent pas compte et que les citoyens ne demandent pas de compte aux gouvernants, on ne saurait évaluer la politique publique pour savoir si elle a été efficace ou non. Donc, je pense que au nombre des instruments d'évaluation des politiques publiques, la redevabilité figure en bonne place comme un instrument important et qui plus est permet justement aux citoyens qui sont les mandants des acteurs politiques ou des gouvernants d'avoir la possibilité justement de sanctionner lorsque les actions publiques telles qu'elles ont été promises n'ont pas été réalisées dans le sens attendu. Et je pense que c'est un véritable outil d'évaluation des politiques publiques. Monsieur Akapo, ce qui est un peu surprenant, chaque fois quand on parle de redevabilité, on voit l'aspect argent. On ne pense que argent. Pourquoi c'est ainsi?
C'est comme ça. En fait, la redevabilité, c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Mais comme j'ai commencé avec la citation tout à l'heure, mais quand on parle du public, il n'y a rien qu'on puisse faire sans l'argent public. Vous prenez n'importe quel domaine, que ce soit le domaine politique, l'économie, les finances, le social, tout ce qu'on doit faire, c'est toujours à base d'argent. C'est pour ça que c'est la redevabilité qui a été élaborée, là où c'est élaboré, c'est la redevabilité financière. On ne peut pas on ne peut pas parler de la gestion publique sans, par exemple, parler du code de transparence. C'est pour ajouter quelques tests aux tests qu'il a cités de la Constitution, bien entendu. Mais le code de transparence, il y a surtout la loi organique relative aux lois de finances. Vous savez, la redevabilité, quelle est l'institution en charge de la redevabilité? C'est le juge des comptes d'abord. Le juge des comptes. Le juge des comptes, c'est lui qui est chargé de recevoir de façon systématique et annuelle, sur une base annuelle, les informations, les rapports de tous ceux qui gèrent l'argent du citoyen. Je rappelle que quand vous parlez de juge des comptes, vous êtes allé à la Cour suprême. Mais oui, dans le cas du Bénin, c'est la Chambre des comptes de la Cour suprême. La Chambre des comptes de la Cour suprême. Donc, c'est lui, dans sa mission, en fait, il a 3 missions, le juge des comptes. Recevoir de façon systématique les comptes de tous ceux qui gèrent le franc du citoyen. Que ce soit l'État, que ce soit les communes, que ce soit les établissements publics, que ce soit les entreprises, tous ceux qui gèrent un franc qui appartient aux citoyens doivent, ce n'est pas une faculté, doivent obligatoirement produire au juge des comptes chaque année les comptes. Donc vous voyez bien que c'est ça la redevabilité. Et le juge des comptes a des pouvoirs de sanction de ceux qui n'auraient pas rendu compte. Vous voyez? Donc c'est d'abord le premier aspect. Le juge des comptes a aussi l'obligation de contrôler systématiquement tous les comptes qui lui sont rendus et de sanctionner ceux qui gèrent mal ces comptes-là. Vous voyez, ça c'est la deuxième mission. Et la troisième mission qui permet une fois de faire la liaison avec les citoyens, c'est que le juge des comptes a l'obligation de produire chaque année de l'information aux citoyens. De dire aux citoyens, voici ce qu'on a fait de votre argent. Donc vous voyez, le pilier de la reddition des comptes, en fait, c'est le juge des comptes. Si tout à l'heure, quand vous avez posé la question sur les tests, je vous ai dit, bon, oui, mais c'est pour voir qu'il y a en matière de fonctionnement du juge des comptes des lacunes dans les tests qu'il faut corriger, sinon la redevabilité, ça va rester théorique, on va beaucoup bavarder. Les détenteurs de droits vont parler, vont demander, rendez-nous compte, mais s'ils ne rendent pas compte, on s'adresse à qui? À la justice, qui est l'arbitre du jeu politique. Et c'est ça qu'il faut, c'est tout ensemble là qu'il faut voir pour comprendre pourquoi est-ce que la redevabilité. Une petite parenthèse, vous pensez que l'institutionnalisation de la Cour des comptes comme une institution indépendante de la Cour suprême pourrait donner une réponse à cette préoccupation? Vous savez, la demande d'institutionnalisation de la Cour des comptes, enfin l'exigence même faite par l'UEMOA, c'est pas venu ex nihilo. C'est sur la base des lacunes qu'on a constatées dans le dispositif que je viens de vous expliquer. Il s'est trouvé que dans nos pays de l'Afrique occidentale et centrale, à l'avènement de nos pays à l'indépendance, on a créé des cours suprêmes et on a logé à l'intérieur les juridictions financières. Cela n'a pas permis le développement des activités de ces chambres des comptes, cours des comptes là. Et à un moment donné, l'UEMOA a fait le bilan et s'est dit, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Parce que les ressources humaines d'abord, pour faire tourner une juridiction financière, il faut des spécificités. C'est la finance, c'est la comptabilité. Donc, c'est pour pouvoir rendre effective la reddition des comptes et le contrôle de l'utilisation de l'argent du citoyen que l'UEMOA a demandé effectivement qu'on crée des cours des comptes dans nos différents pays.
Je rappelle que dans 7 minutes environ, nous écouterons la chronique de Gustave Assa et c'est intitulé « Gouvernance et redevabilité au Bénin, mariage difficile ». C'est un questionnement. Et évidemment, vous pouvez... Le standard sera ouvert tout à l'heure et ça vous permettra à vos auditeurs d'intervenir en direct dans cette émission et ce serait au numéro que voici 65 00 24 24 et 61 53 90 53. Alors, docteur Monsi, quel est l'état de la redevabilité au Bénin? Merci. Disons que la redevabilité fait son petit bonhomme de chemin au Bénin, on peut l'affirmer ainsi, parce que nous avons un certain nombre d'acteurs de la société civile qui militent pour l'ancrage de la redevabilité aussi bien dans les espaces locaux, notamment dans les communes, mais aussi dans un certain nombre d'administrations centrales telles que les ministères. Et ces organisations de la société civile sont accompagnées par un certain nombre de bailleurs de fonds également. Nous pouvons citer la coopération suisse, nous pouvons citer la GIZ qui sont les Pays-Bas aussi, qui accompagnent les actions de redevabilité au niveau local. Et plus précisément, si on doit parler un peu du programme redevabilité qui existe, qui est une première d'ailleurs au Bénin, qui est une initiative des organisations de la société civile militant pour une gouvernance transparente et une gouvernance inclusive. Ces organisations de la société civile sont accompagnées par la coopération suisse, donc un appui financier de la coopération suisse, et elles sont aussi techniquement accompagnées par le laboratoire citoyenneté. Alors ce programme depuis 2016 mène des actions dans le sens de l'inclusion sociale. Tout à l'heure vous parliez de responsabilité sociale, de domestic accountability, qui sont des variantes de la redevabilité et qui sont mises en œuvre au niveau local aussi bien dans les secteurs vitaux tels que la santé, l'eau potable, l'éducation, mais aussi dans la gestion transparente des finances publiques, notamment les fonds alloués aux communes pour pouvoir investir dans le domaine du développement. Il y a également de l'éducation à la citoyenneté qui se fait à travers ces organisations de la société civile, et notamment au profit des jeunes, des femmes et des personnes marginalisées. Et nous avons aussi un troisième pan qui est l'information, parce que on ne peut pas faire de la redevabilité sans information. Et dans ce cadre-là, nous avons avec nous la Fédération des radios communautaires du Bénin, FERCAB, qui assure, disons, cette interface entre les citoyens et les gouvernants en termes de débat public, en termes de demande de compte aux porteurs de responsabilité, pour que chaque fois que il y a des difficultés en termes d'offres de services publics, les citoyens aient l'occasion, à travers ces médias, de demander des comptes et que les autorités au niveau local se sentent en devoir de venir répondre à ces demandes, à ces doléances des citoyens qui vivent un certain nombre de dysfonctionnements des services publics. Mais nous avons aussi, avec ces organisations de la société civile, des partenariats avec un certain nombre de ministères du Bénin qui, de temps en temps, organisent des revues sectorielles, organisent des séances de reddition de comptes pour expliquer aux citoyens la façon dont les ressources publiques sont gérées. Tout à l'heure, M. Akapo parlait des finances publiques. Et donc, il y a des actions qui sont menées dans ce sens-là pour que les ministères rendent compte à la société civile de la façon dont les ressources publiques sont gérées. Et on peut effectivement dire que depuis 2016, en tout cas, la redevabilité fait son chemin au niveau du Bénin, que ce soit au niveau des communes qu'au niveau des différents ministères. Alors, vous avez cité beaucoup de mécanismes qui permettent quand même, enfin, qui favorisent la redevabilité dans notre pays. Mais est-ce que vous ne pensez pas que malgré ces mécanismes-là, cette pratique n'est pas encore partagée de tous? Bon, je pense que ça va être très tôt de dire que la pratique est partagée par tous, parce que vous savez, quand on parle de redevabilité, on parle de changement de comportement, on parle d'éducation à la citoyenneté, c'est des changements d'ordre qualitatif. Ça ne peut pas s'observer du jour au lendemain, en tout cas pas après quelques années d'exercice. Je pense que ce qu'on constate quand même aujourd'hui, la question de la reddition de comptes est devenue une question, disons, un sport collectif.
si je peux m'exprimer ainsi. Dans toutes les communes du Bénin aujourd'hui, il n'y a pas cette commune-là qui ne rend pas compte de façon périodique de la gestion des affaires publiques. Donc on peut dire quand même qu'il y a quand même des pratiques qui se font. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des ministères qui se prêtent à cet exercice-là. Donc la pratique est en train de s'ancrer aussi dans la gouvernance locale. Mais comme je l'ai dit, c'est des comportements, ce n'est pas quelque chose qui est gagné du premier coup. Il faut de la patience, il faut suivre et il faut aussi éduquer les citoyens, parce que au-delà même des autorités qui sont censées rendre compte, on a dit tout à l'heure que il faut que les citoyens soient en capacité de demander des comptes, mais ça ne s'observe pas aussi de façon systématique. Et ça aussi, c'est une question de longue haleine. Il faut éduquer les citoyens pour qu'ils comprennent que ils ont le devoir, certes, de demander des services publics. Ils ont le droit de demander des services publics, mais ils ont aussi le devoir de suivre la façon dont les affaires publiques sont gérées. Et cela n'est pas gagné d'avance. Et nous travaillons à ce que les populations, les citoyens aussi prennent conscience de ce qu'ils ont une part de responsabilité dans la gouvernance, la bonne ou la mauvaise gouvernance des affaires publiques. Et de ce point de vue-là, ces citoyens doivent pouvoir s'impliquer de façon permanente dans le suivi de l'action publique. Oui, voilà, et nous allons parler tout à l'heure des approches de solutions pour une culture de la redevabilité au Bénin. Mais avant, nous allons suivre la chronique de Gustave Assa. Voilà, j'y arrive. Gustave Assa. Il a intitulé Gouvernance et redevabilité au Bénin, et un mariage difficile. Nous allons savoir pourquoi il se pose cette question. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Démocratiser le savoir pour une culture démocratique. Gouvernance et redevabilité au Bénin. Un mariage difficile. Depuis l'historique conférence des forces vives de février 90, le Bénin s'est résolument engagé sur la voie du renouveau démocratique où les règles de gestion des affaires de l'État sont basées sur des principes de bonne gouvernance. Plus rien ne sera plus comme avant, avons-nous coutume de dire. Si de plus en plus les citoyens attachent du prix à la bonne gouvernance des affaires de leur cité, les partenaires techniques et financiers, eux aussi, depuis quelques années, accordent une importance croissante à la redevabilité, un principe cardinal considéré comme un facteur déterminant pour une meilleure efficacité de l'aide et du développement et qui oblige une responsabilité réciproque entre tous les acteurs du développement, État, élus locaux, organisations de la société civile et population. Aujourd'hui, au Bénin, c'est une évidence que tout au long de leur mandat, les autorités ont le devoir de rendre compte de leur action publique aux citoyens qui eux-mêmes ont le droit et le devoir de leur imputer des responsabilités publiques. En termes clairs, cela signifie qu'un individu occupant un poste public ou travaillant dans une institution doit répondre de ses actes au niveau politique, administratif et financier. À titre illustratif, on peut mentionner les séances de reddition de comptes et à partir de ce moment, on peut observer la dynamique au niveau de l'administration locale. Ceci apparaît d'ailleurs comme un impératif absolu dans un contexte autrefois marqué par une avalanche de situations de mauvaise gouvernance et l'incapacité des gouvernants à offrir des services sociaux de qualité aux populations béninoises. Nous sommes en phase de la réactivité des porteurs de responsabilités et la capacité des détenteurs de droits à faire entendre leur voix, c'est-à-dire à exprimer leurs besoins et à revendiquer leurs droits. Mais pour autant, les choses ne sont pas si simples. Les vieilles habitudes sont toujours vivaces et reviennent très souvent au galop, mettant ainsi, de mon point de vue, en péril les biens de la communauté. Les difficultés sont de plusieurs ordres. D'ailleurs, il faudrait insister d'abord sur la trop grande marge de manœuvre des agents publics qui peuvent choisir de développer des stratégies opportunistes leur permettant de mettre en avant leurs intérêts individuels, c'est-à-dire corruption, racket des usagers, prestations rendues selon les gains et
des opportunités à tirer de tous ces services publics rendus. On peut aussi faire observer les difficultés que les parties prenantes d'un même bien public éprouvent pour se coordonner et assurer une délivrance optimale de ce bien, à l'instar des services de santé, d'éducation primaire, d'action sociale et de la mairie en matière de délivrance des pièces d'état civil, par exemple. Il faut aussi noter une relative réticence, j'allais dire, de l'administration locale, des services techniques et des gouvernants à offrir ou à ouvrir, si vous le voulez, la discussion sur les politiques publiques aux citoyens et aux organisations de la société civile. L'espoir n'est pas perdu. Une autre vision des institutions publiques est possible autant que faire se peut. Au Bénin, les autorités étatiques donnent le sentiment de porter un intérêt croissant aux enjeux de gouvernance, de citoyenneté et de redevabilité politique, même s'il apparaît au grand jour qu'à plusieurs niveaux de décision, les règles de bonne gouvernance sont toujours transgressées à une échelle de plus en plus inquiétante. Ce dont il faut se réjouir, c'est qu'au Bénin, la veille citoyenne est plus que jamais de mise et les organisations de la société civile, de même que les médias, sont à l'avant-garde de la lutte pour le respect des biens de la communauté. Nous devons aujourd'hui relever le défi d'établir des synergies d'action entre ces acteurs et les autorités politiques qui jouent un rôle dans la promotion d'une citoyenneté active pour renforcer les mécanismes de redevabilité au niveau local et national. Leur mise en réseau et la création d'espaces de dialogue et de mécanismes d'apprentissage multi-acteurs sont aujourd'hui des enjeux clés. Aussi, le suivi des processus d'évolution du service public, de la gouvernance et de la citoyenneté est une dimension centrale de la redevabilité politique. Or, les programmes d'appui budgétaire pour le développement institutionnel utilisent généralement les indicateurs développés à partir du niveau central. Ces indicateurs sont formulés en langue officielle et dans le langage technique du développement. Les acteurs locaux, les pouvoirs coutumiers et religieux, les femmes et les jeunes dans leur diversité sont de plus en plus absents des processus de conception et d'utilisation des indicateurs, souvent déconnectés des réalités vécues à la base. En vue d'assurer des financements stratégiques pour la société civile, il est nécessaire pour l'ensemble des acteurs de trouver des stratégies de financement cohérentes qui permettent aux organisations de la société civile ayant une vocation pérenne et poursuivant des objectifs à long terme, mais n'ayant pas nécessairement des possibilités de générer des ressources propres, d'assurer la continuité de leurs actions. L'implication dans l'amélioration de la gouvernance, de la citoyenneté et de la redevabilité politique suppose à juste titre une volonté politique solide qui doit aller au-delà des impératifs gestionnaires et techniques. Gardons espoir que la route, bien que parsemée de ronces et d'épines, mènera à bon port. Vive la redevabilité. Si vous venez de vous joindre à nous, amis auditeurs, sachez que vous suivez l'émission Savoir politique sur Océan FM, la radio des défis. C'était à l'instant la chronique réalisée par Gustave Assa, président de la cellule stratégie et méthode du laboratoire citoyenneté. Je rappelle que le titre de la chronique est Gouvernance et redevabilité au Bénin, un mariage difficile. Voilà, tout à l'heure, les auditeurs peuvent commencer par se joindre à nous pour intervenir dans cette émission et ils peuvent appeler au 65 00 24 24 ou au 61 53 90 53. Bien sûr, vous pouvez toujours continuer par participer à votre rubrique, à votre jeu Remue-Ménage. La question de ce jour, c'est la Constitution béninoise de 1990 donne à chaque citoyen béninois la possibilité de demander des comptes au gouvernant. Vrai ou faux? Justifiez votre réponse en 2 phrases au maximum. Je répète. La Constitution béninoise de 1990 donne à chaque citoyen béninois la possibilité de demander des comptes au gouvernant. Vrai ou faux? Justifiez votre réponse en 2 phrases au maximum. Les réponses sont à envoyer via WhatsApp au 94 11 29 09. 94 11 29 09 par WhatsApp et vous pouvez également répondre sur notre page Facebook Centre d'études sociologiques et de sciences politiques CESPO de l'Université d'Aboubacar-Lavi. Nous revenons à vous, chers invités, vos réactions par rapport au sujet
la chronique du docteur Gustavassa, de monsieur Gustavassa, bien sûr. Ok, merci. Monsieur Akako, oui. D'accord, merci. Disons que monsieur Gustavassa est un animateur bien connu de la société civile et il a peint le tableau vu société civile. Le regard de la société civile là-dessus. Il y a autre regard? Ah mais absolument. Je venais de vous expliquer le mécanisme même de la reddition des comptes tel que c'est conçu par le système démocratique. La reddition des comptes, c'est vrai, on a commencé par focaliser l'attention sur la redevabilité. Je vous ai dit que la redevabilité, ça met en fait en relation deux acteurs. Oui. L'électeur et l'élu, surtout l'élu exécutif. Et je vous ai dit que dans sa mise en œuvre, la redevabilité va vers la reddition des comptes qui met en jeu non pas deux, mais c'est le caractère institutionnel. Donc 3 institutions. Et je vous ai parlé du juge des comptes. On parle du juge des comptes et on parle de reddition des comptes. Vous voyez? Oui. Donc ça veut dire que si vous extrayez le juge des comptes de la reddition des comptes, il n'y a plus de reddition des comptes en réalité. Et donc c'est cette appropriation-là que me semble qui est insuffisante dans nos États. Et il faut vraiment travailler à cela. C'est vrai que la société civile fait un travail intense, appuyé par les partenaires. Mon ami Aziz en a parlé tout à l'heure. Mais la réponse institutionnelle à la reddition des comptes n'est pas encore appropriée dans nos pays. C'est pas le cas du Bénin. Je vais vous donner des illustrations. En tant que juge des comptes, vous prenez l'État. On peut se demander, mais quelle est la situation de la reddition des comptes de l'État aujourd'hui, c'est-à-dire sur le budget national? Est-ce que régulièrement l'État rend compte de l'utilisation des deniers publics aux citoyens? Est-ce que le juge des comptes s'assure que tous ceux qui gèrent l'argent du citoyen, ils rendent compte? Est-ce que le juge des comptes contrôle ces comptes-là? Est-ce que le juge des comptes donne l'information aux citoyens sur comment son argent est utilisé? C'est ça le challenge de la reddition des comptes. La société civile est en train de s'organiser pour demander de la reddition des comptes. Mais si de l'autre côté, la réponse institutionnelle n'est pas suffisante, on va rester au niveau des détenteurs de droits et moins au niveau des porteurs de responsabilité. Vous savez que quand on a eu l'indépendance de 60 jusqu'à 98, par exemple, l'État, au niveau du budget national, n'a pas rendu compte de comment les ressources de l'État ont été utilisées. Ça n'a commencé qu'à partir de 98. Et vous savez, la loi de règlement, qui est l'instrument par excellence de la reddition des comptes, on a commencé par voter régulièrement ces lois-là, qu'il y a très peu. Mais les citoyens, est-ce que ça les intéresse même? Non. Le juge des comptes, il doit contrôler les comptes. Vous savez que depuis l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui, le juge des comptes n'a pas pu rendre un seul arrêt sur un compte de l'État. Un arrêt définitif sur un compte de l'État. Ça, c'est des réalités, ça. Et c'est les trous dans la redevabilité, la reddition des comptes qu'il faut connaître. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une compréhension insuffisante du mécanisme. C'est ce que j'explique d'ailleurs dans mon ouvrage, là, le dernier. Et on a besoin d'évoluer sur ce terrain-là pour que la redevabilité ne reste pas dans le champ de la société qui exige qu'on lui rende compte. Voilà. Docteur Mossé, est-ce que vous avez une autre compréhension de la chronique de Savassa? Tout à fait. Je pense qu'il faut comprendre que quand on parle de redevabilité, on a au moins 3 dimensions. Il y a la dimension sociale, ce qu'on a appelé la domestic accountability, où c'est, disons, pour parler un peu un langage science politique, c'est ce qu'on appelle la redevabilité par le bas.
C'est-à-dire que c'est la société civile ou les communautés qui demandent des comptes aux autorités et les autorités rendent compte. À l'étape actuelle des choses, on peut dire que cette dimension est plus ou moins en cours d'exécution, parce que la société civile, de temps en temps, appuie sur la sonnette d'alarme, demande des comptes, et en tout cas au niveau des communes, je l'ai dit tout à l'heure, on observe que les communes rendent compte de façon périodique aux populations, même si le plus souvent c'est des redditions de comptes folkloriques. C'est-à-dire que c'est les autorités communales qui choisissent les pans de leur exercice. C'est trop fort, hein, folklorique. Oui, Hein. folklorique. C'est un peu ça, pour rendre compte aux populations de ce qu'ils veulent. Ce n'est pas forcément une demande spontanée de la part des communautés. Et puis, vous avez aussi cette dimension politique qui est aussi institutionnalisée au niveau du Parlement. Vous savez, le Parlement, c'est la seule ou la première institution républicaine qui a pour obligation de demander des comptes aux autorités au niveau national. Et on voit de temps en temps, même si au cours de cette mandature, les questions orales en tout cas sont un peu rares, disons que cette dimension aussi, en tout cas au Bénin, elle se met en œuvre d'une manière ou d'une autre. Et puis la troisième dimension, c'est la dimension judiciaire dont M. Akapo parlait tout à l'heure. Et là, c'est presque un silence absolu, puisque vous savez, la Chambre des comptes, tout le monde sait la façon dont ça fonctionne aujourd'hui. C'est une chambre qui souffre de personnel, qui n'a pas toutes les ressources pour faire son activité. Si elle doit recevoir par exemple les comptes des 77 communes plus les administrations centrales, les ministères, donc tout ça, ça fait beaucoup de choses pour la Chambre des comptes, et aujourd'hui on déplore en tout cas cette situation d'absence de la Cour des comptes, en tout cas au niveau du programme redevabilité. Ça a été un de nos chevaux de bataille pour cette année, mais malheureusement le processus n'a pas pu aboutir. Mais c'est une nécessité, cela se pose comme une nécessité. Je pense que les différents acteurs qui sont impliqués dans ce processus doivent encore revoir la copie pour qu'on ait véritablement une Cour des comptes qui puisse travailler sur ces aspects. Donc, disons que ces trois dimensions de la redevabilité, en tout cas, sont là, et il y a insuffisance de part et d'autre. La dimension la plus accomplie, c'est la dimension sociale, où la société civile essaie quand même de demander des comptes et de pousser aussi les populations à demander des comptes. En tout cas, au niveau de notre programme redevabilité aujourd'hui, on se réjouit de constater que dans toutes les communes aujourd'hui, les populations prennent leur téléphone, appellent sur les radios de proximité pour dire, bon, dans notre commune, on a commencé une école qui n'a jamais été achevée, il y a un centre de santé qui a été abandonné, ou bien il y a une école qui est sans fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Où sont nos autorités? Je pense que ça commence pas à venir. En tout cas, de notre point de vue, c'est des pas. Et comme je l'ai dit, c'est des changements de comportement qui ne sont pas gagnés d'avance. Mais cette dimension sociale de la redevabilité, on peut se réjouir de constater qu'elle est en train de faire son bonhomme de chemin. Alors, vous avez parlé de réédition de contes folkloriques, et tout à l'heure, vous avez également évoqué le fait que les citoyens appellent ou font des grognes pour demander des explications aux gouvernants. Je voudrais demander en fait si la responsabilité des citoyens se limite là, ou qu'est-ce qui est faisable pour corriger cette réédition de contes folkloriques au niveau local. Malheureusement, les dispositions légales au niveau de notre pays ne prévoient pas que les citoyens aillent plus loin. Je ne vais pas évoquer un certain nombre de dossiers de ce pays. Tout ce que les citoyens peuvent faire, c'est justement d'appeler les autorités à plus de responsabilités, c'est d'attirer leur attention sur les dysfonctionnements des services publics, même si la loi permet à certaines organisations de la société civile, et là c'est sous plusieurs conditions, les citoyens n'ont pas la force d'ester en justice. Mais par exemple, vous voyez, même quand on dit que les citoyens sont autorisés à participer aux sessions, mais ils n'ont pas la parole, donc ils observent, ils ne peuvent rien dire. Donc il y a beaucoup de limites dans nos tests qui font que même si les populations ont de temps en temps des occasions pour interpeller les responsables, mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Et parfois, c'est malgré eux qu'ils constatent un certain nombre de dysfonctionnements des services publics, et surtout la surdité des dirigeants à répondre, disons, à ces appels des communautés.
Alors, M. Akapo, quelque chose à ajouter? Oui. Vous avez sorti le mot responsabilité. Oui. C'est-à-dire qu'une reddition des comptes sans responsabilité, une fois encore, je dis, ce n'est pas une reddition des comptes. La reddition des comptes, ce n'est pas le fait de demander compte seulement. C'est le fait de rendre compte de façon systématique. C'est-à-dire que c'est comme vous envoyez votre enfant vous acheter des arachides. Quand il vient, il va vous donner l'arachide, des arachides, il va vous remettre ça, et s'il y a un reliquat, il vous remet ça. Évidemment. Vous n'allez pas lui poser la question d'abord. Où sont mes arachides? C'est ce caractère-là qui ne se déploie pas encore dans nos pays. C'est pour ça que je parle de la réponse institutionnelle. C'est obligatoire. Et là, mon collègue a défini cela en parlant d'obligation. Alors, la responsabilité, qui est chargée de la réponse? C'est le juge. Dans un État, c'est d'abord le juge. Établir la responsabilité, parce que l'Assemblée élabore les normes. L'exécutif les met en œuvre. Mais qui contrôle la mise en œuvre de ces normes-là? C'est le juge. Et le caractère, je vais dire, squelettique de l'activité juridictionnelle en ce qui concerne surtout les finances, ça traduit une absence de responsabilité et de j'ai dit quelque part que l'autre nom de la démocratie, c'est la reddition des comptes. Il faut le comprendre comme ça. La reddition des comptes vue d'abord dans la spontanéité que les gestionnaires ont de produire l'information aux citoyens. Il faut mettre l'accent sur ça là d'abord, avant de venir appuyer ça avec la demande d'information. Parce que quand les citoyens demandent, ils font la grogne, ils demandent, quand ils font ça et qu'ils n'ont pas de réponse, ils font quoi? Rien. Et c'est ça, c'est sur les deux tableaux-là qu'il faut travailler, mais privilégier l'aspect institutionnel. Voilà. Mais Dr Aziz Mossi, depuis quelques années, il y a beaucoup de programmes qui s'occupent de la question de la redevabilité. Entre autres, il y a Participe, qui est soutenu par l'ambassade des Pays-Bas, et le programme de redevabilité, financé par la coopération suisse. Ces programmes sont très actifs sur le terrain pour améliorer l'offre et la demande en matière de redevabilité. Mais est-ce que ces programmes-là peuvent effectivement connaître aboutir à des changements s'il n'y a pas un engagement réel des médias, d'un certain nombre de facteurs, avec un accès à l'information et un engagement des médias en plus de la culture politique? Vous avez un appel à lancer à ces acteurs de la redevabilité qui s'ignorent? Merci. Peut-être vous allez m'excuser, une petite digression avant de répondre à votre question. Je voudrais juste m'appuyer sur l'intervention de mon collègue pour dire que la redevabilité telle que nous la considérons, c'est fondé sur trois principes. Nous avons encore 3 minutes, donc on va aller très rapidement. Trois principes. Le premier principe, c'est de dire que la redevabilité ne se décrète pas tout seul. Ça veut dire qu'un détenteur de responsabilité ne se lève pas pour dire je fais de la reddition de comptes. Deuxième principe, la redevabilité suppose que les deux partenaires dont nous avons parlé, le gouvernant et les gouvernés, aient les moyens de sanctionner lorsqu'il y a défaillance quelque part. Et puis, troisième principe, c'est que la redevabilité, ce n'est pas ponctuel. Donc, ne dis pas que j'ai fait reddition de compte une fois, c'est bon, pendant mon mandat de 5 ans, j'ai fini, j'ai fait la redevabilité. Non. La redevabilité, elle doit être permanente et cela suppose qu'on ait des outils systématisés d'information, d'implication des uns et des autres dans les processus de gestion. Alors, maintenant, parlons un peu des partenaires qui accompagnent. Effectivement, il y a beaucoup de partenaires qui accompagnent ces actions de redevabilité et aujourd'hui, nous mettons l'accent sur justement l'information. C'est d'ailleurs pour ça que dans le programme redevabilité, nous avons les radios communautaires qui sont avec nous et qui constituent des espaces de dialogue entre les autorités et les citoyens pour évoquer justement toutes ces questions-là
Et ces radios aujourd'hui constituent, disons, en tout cas, un des bras forts de ce programme redevabilité qui permettent donc de mettre en débat toutes les questions de gouvernance et d'informer surtout les citoyens. Lorsque les citoyens n'ont pas l'information, ils ne peuvent en aucun cas interpeller les autorités. Et de la même manière, il est fait devoir aux autorités de mettre l'information à la disposition des citoyens. Je l'ai dit, les lois sur la décentralisation disent que tout citoyen peut requérir les informations, mais à ses frais. Et donc, une fois que l'information est disponible, elle doit être mise à la disposition des citoyens pour que les citoyens sachent comment les ressources publiques sont gérées au niveau des communes et aussi au niveau des ministères. Donc je pense qu'il y a autant d'actions qui sont accompagnées. C'est le lieu de dire que, en tout cas au niveau du programme redevabilité, nous faisons l'effort d'implémenter cette culture de la redevabilité au niveau des administrations publiques, au niveau des communes. Mais il n'y a pas que des administrations publiques, des communes. Nous avons aussi le secteur privé qui doit être concerné et où il y a beaucoup d'espaces encore en friche qui doivent être déblayés pour pouvoir mettre en exergue les questions de redevabilité dans ce domaine-là. Alors, nous sommes au terme pratiquement de cette émission. Monsieur Akakpo, pour finir, qu'est-ce que vous avez à dire? En 2 mots, si vous voulez bien. Rapidement. Oui, d'accord. Pour finir, c'est juste de dire que nous gagnerons à mieux nous approprier le système de reddition des comptes, le système de gestion des ressources publiques, le système démocratique même. Sans cela, il y aura toujours un biais dans ce que nous faisons. Démocratie, c'est reddition des comptes. Ah oui, la démocratie, c'est la reddition des comptes. Monsieur et docteur Amonsi. Merci beaucoup. Je vous remercie honnêtement pour cette opportunité que vous nous donnez pour débattre un peu de cette question qui fait en tout cas beaucoup de sens pour nous au niveau du programme redevabilité. Mais je voudrais aussi dire que pour finir, que la question de la redevabilité, c'est une question de longue haleine. Ce n'est pas quelque chose qui est gagné d'avance et nous travaillons et je pense que chaque citoyen où qu'il se trouve a cette obligation-là de s'intéresser à la gestion des affaires publiques dans son espace local pour que les gouvernants aient cette spontanéité pour rendre compte et nous appelons donc à la société civile de continuer par assurer cette veille citoyenne pour pouvoir permettre à ce qu'on ait cette redevabilité à tous les niveaux. Alors nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nos invités nous ont aidés aujourd'hui à appréhender davantage le concept de redevabilité. Après avoir fait avec nous l'état des lieux de la pratique au Bénin, ils ont indiqué son importance dans la gouvernance et pour le développement avant de proposer des mécanismes et pistes de solutions pour une culture de redevabilité aussi bien chez les gouvernants que chez les gouvernés. Gouvernance et redevabilité au Bénin était donc le thème du jour. Savoir politique est une émission à caractère pédagogique axée sur l'instruction civique. Était présent dans ce studio M. Massim Akakpo, expert en audit et finances publiques, auteur de l'ouvrage Démocratie, j'y arrive, financière en Afrique occidentale francophone, réflexion sur la gouvernance financière au Bénin également. Et Dr Aziz Monsi, qui est docteur en socio-anthropologie et chargé de programme redevabilité au Bénin. Savoir politique de ce jour, c'est terminé. Merci d'avoir été en notre compagnie. Au micro, c'était Virgile Ouessou et Fontaine Otaï. Nous nous retrouvons pour le prochain numéro dans 2 semaines. Ce sera le 11 novembre prochain, avec comme thème le Bénin au sein de l'Union africaine. Merci de prendre le rendez-vous. Bonsoir chez vous.